Bien, bonsoir chers collègues, on va démarrer ce conseil. Je désigne Clément Mézergue pour être secrétaire de séance. Absent excusé ayant donné délégation de pouvoir, Brigitte Nabé m'a donné pouvoir, Thierry Dubreuil a donné pouvoir à Serge Flao, Audrey Combier à Arnaud Gann, Philippe Girard à Joël Massy, Gilles Pluvaux à Karine Largoué, Marilyn Guiriec à Caroline Glise, Natacha Bochen à Yannick Clavier, André Vessière à Aline Fontaine et Frédéric Malville est excusé. Y a-t-il des remarques sur le procès verbal du conseil du 6 février? Du côté de Cœur disant, c'est ok pour tout le monde, très bien, le PV est adopté. Les registres vont circuler pour signature. On démarre ce conseil par une première présentation, j'ose pas dire une délibération, du projet de PLUI, donc projet local d'urbanisme intercommunal HD pour habitat déplacement, qui était arrêté par le conseil communautaire de la Cali le 12 février dernier. Petit sujet qui en réalité est un énorme sujet qui concerne l'avenir du territoire, pas que l'avenir, disons, qui concerne l'ensemble des 45 communes de la Cali. Ce projet de PLU est arrêté le 12 février, disais-je, et il donne lieu maintenant à consultation de chaque conseil municipal sur le ressort de la Cali. Il donnera lieu très bientôt à une consultation des personnes publiques associées, avec comme ambition un arrêt, une adoption de ce PLUI en fin d'année, c'est-à-dire avant la fin du mandat. Projet qui a donné lieu à 50 travaux dans le cadre de la Cali. C'est un document essentiel, le PLU. Un PLU intercommunal, c'est pas simple d'accorder 45 communes, mais pour l'instant, c'est plutôt en bonne voie. Il est demandé au Conseil, disons, de se prononcer sur ce projet de PLU intercommunal. Et je précise que ce projet de PLU intercommunal est, de mon point de vue en tout cas, mais on pourra en débattre si vous voulez, parfaitement conforme à ce qu'ont souhaité les élus municipaux, les élus isonnés, dans le cadre de la révision du PLU communal. Je rappelle qu'on a appuyé sur pause s'agissant de la révision du PLU communal, disons, considérant qu'il devenait inutile de poursuivre nos travaux sur la révision du PLU dans la mesure où le PLUI de la Cali a vocation à se substituer au PLU municipal, donc il devenait inutile de poursuivre nos travaux de révision du PLU, mais on avait posé des conditions, et il me semble que ces conditions sont respectées. C'était une condition essentielle, à savoir que le PLU intercommunal reprenne le plus fidèlement possible ce que nous avons souhaité dans le cadre de la révision du PLU municipal, et j'ose dire que c'est le cas, et une fois encore, on pourra en débattre, on devra, en tout cas je l'espère, on devra en débattre au cours des minutes qui suivent. Les ambitions de la Cali les ambitions politiques de la Cali sont considérables en matière d'urbanisme. Les travaux et ce projet de PLU, me semble-t-il en tout cas, a été fait en tout cas dans un esprit de consensus. Et je salue au niveau municipal, en tout cas, le travail qui a été effectué, qui a été réalisé par tous les élus de ce conseil, tout groupe confondu. Il me semble qu'on a trouvé un bon consensus. Je salue également le travail fait par les techniciens, d'abord les techniciens au sein de la municipalité, disons, les techniciens au niveau de la Cali. Je salue le travail réalisé par les élus de la Cali, en premier lieu Philippe Buisson et Jacques Legrand, qui ont porté ce projet de PLU. On n'y est pas encore, mais c'est en bonne voie. Et je suis là ce soir, nous sommes là ce soir pour rendre un avis favorable ou défavorable sur ce PLU intercommunal. Vous avez compris, je crois que à titre personnel, j'y suis très largement favorable. Ce PLUI HD est à la fois un document prospectif qui fixe quelques ambitions politiques de la Cali pour le développement de l'ensemble du territoire de la Cali sur les, grosso modo, 12 prochaines années.
Je le dis tout de suite, ce PLUI, à peine adopté, pourra donner lieu à des modifications ou à des révisions dès l'année prochaine. C'est donc un point de départ en quelque sorte. Ce n'est pas figé dans le marbre, même s'il est bien évident que on ne modifie pas un document d'urbanisme comme on vote des subventions aux associations. Mais je le précise quand même très clairement, c'était dit et répété par Philippe Buisson comme par Jacques Legrand, ce PLUI, bien qu'adopté, on l'espère en tout cas au cours de l'année 2025, aura vocation à évoluer comme tout document d'urbanisme au cours des prochaines années. C'est un document prospectif qui était adopté, en tout cas qui pour l'instant est adopté, dans un cadre réglementaire et législatif très contraignant. La volonté du législateur, notamment, étant de limiter l'artificialisation des sols, ce qui signifie concrètement que à Ison, par exemple, puisque on va principalement parler d'Ison ce soir, on va privilégier un renouvellement urbain. On limite autant que possible les extensions d'urbanisation, comme ça a pu être le cas ces dernières années. Ces dernières années, on a énormément consommé. Hein. Je crois que sur les 10 dernières années, on a consommé 50 hectares sur Ison. Il est bien évident que ce temps est révolu. On ne peut plus, à l'allure à laquelle vont les choses, continuer à bétonner, à étendre la bétonisation des communes, a fortiori dans une commune comme Ison qui est très attractive parce que enserrée entre une métropole bordelaise en plein boom et une agglomération libournaise, elle aussi en plein boom. Ça veut dire que la commune est attractive. On compte entre 18 et 20 000 habitants de plus tous les ans en Gironde. Le département de la Gironde est très attractif. La plupart des néo-girondins vont travailler sur la métropole de Bordeaux. Sur ces nouveaux arrivants, rares sont ceux qui peuvent habiter à Bordeaux pour des raisons évidentes, hein, compte tenu de la raréfaction du foncier et du prix de l'immobilier. Et donc, ils sont de plus en plus nombreux, évidemment, à venir, à choisir en tout cas, pas que par défaut, hein, loin de là, hein, mais à venir habiter à Ison, parce que Ison présente bien des qualités. On y reviendra, mais le projet qu'on porte à Ison, c'est certes d'accueillir du monde, dans des proportions qu'on estime en tout cas soutenables, pour ne pas dire raisonnables, mais de préserver la qualité du cadre de vie isonnais. Donc une petite ville à Ison, oui, avec tous les services d'une petite ville sans difficulté, mais dans un cadre environnemental préservé. Et c'est ça qui fait la richesse d'Ison, c'est un petit peu la signature d'Ison, une petite ville, oui, mais bien dans ma nature. Et donc on fait tout pour préserver ce cadre. Donc limitation de l'artificialisation des sols. Ce document, c'est pas seulement un document prospectif. Il faut se projeter sur 12-15 ans, mais ce n'est pas qu'un document prospectif, c'est aussi un document stratégique consistant à adopter une approche collective sur des sujets majeurs, l'aménagement des espaces, la préservation de l'environnement, la préservation des espaces agricoles, se doter d'équipements de telle sorte qu'on puisse rendre de plus en plus de services de qualité à la population. C'est un document qui se prononce également sur les thématiques de la mobilité, des déplacements, qui est évidemment une problématique essentielle pour les familles isonnaises. Et puis c'est un document enfin qui a une portée juridique très contraignante, très contraignante, puisque ce PLUI sera désormais la grammaire commune en matière d'urbanisme à l'échelle de toute la Cali. C'est-à-dire que 45 communes de la Cali sont assujetties à un document d'urbanisme commun. Je n'ai pas amené la version papier qui fait 5000 pages, mais en tout cas elle est consultable, hein, si vous le souhaitez, au siège, au service urbanisme de la Cali. Mais ce document de 5000 pages, en tout cas, sera désormais le cadre commun pour la délivrance de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme à l'échelle de la Cali. C'est donc un document absolument essentiel. Les objectifs poursuivis par ce PLUI-HD à l'échelon de la Cali ne sont pas sans nous rappeler les objectifs que nous poursuivons à l'échelon municipal. Je me contenterai d'en citer quelques-uns. Anticiper la croissance du territoire du fait, je l'ai expliqué, du desserrement de la métropole bordelaise et de l'afflux consécutif de nouvelles populations vers ces territoires voisins. Ison est en première ligne, Ison est en deuxième ou troisième ligne hier, Ison devient une première ligne pour tous ces nouveaux arrivants du côté de la métropole bordelaise notamment. Passer d'une attractivité subie à une attractivité choisie, et on choisit à travers ce PLUI, on choisit un modèle de développement démographique urbain, et j'espère qu'on se tiendra, qu'on parviendra en tout cas à réaliser ce projet d'aménagement à l'échelle d'Ison, consistant à préserver un cadre de vie de qualité
tout en développant les infrastructures et les services d'une véritable petite ville. Préserver et valoriser l'identité du territoire. On a beaucoup travaillé à l'échelon, disons, notamment sur le plan paysage, et je remercie une fois encore Caroline Lise. Et il faudra absolument veiller à ce qu'on préserve cette qualité paysagère et l'identité du territoire. C'est une petite ville à la campagne. C'est un petit peu le projet politique qu'on porte. Faciliter les mobilités, j'y reviens, mais c'est très important. Hein. On a la chance, on en discutait il y a pas longtemps, on a la chance d'avoir 2 gares autour d'Ison, et on a également la chance d'avoir pu miser de manière très consensuelle sur la volonté de développer les mobilités douces à l'échelle d'Ison. Et donc sur ce bassin de vie là, entre grosso modo la CDC de Saint-Loubès et Vert, Ison est au milieu, et on veille en tout cas dans ce PLU à être très très attentif sur la question des mobilités, avec des perspectives très réjouissantes pour les familles isonnaises. Continuer de renforcer l'attractivité d'Ison en tant que centralité de la Cali. Ison est reconnue comme centralité de relais de la Cali avec tous les services que ça comporte, et ce PLU est là pour renforcer cette attractivité. Favoriser la diversité des fonctions urbaines, favoriser la mixité sociale. Évidemment, à Ison, on est tout particulièrement concerné, puisque on est à la fois assujetti à des obligations de production de logements sociaux, et dans le même temps, on est en gros déficit sur le sujet. Et donc, ce PLU, bien évidemment, et on va en parler longuement après, bien évidemment, fait la part belle à la mixité sociale et à la volonté de produire de l'habitat à loyer modéré. On dit des logements sociaux, mais je trouve que l'expression habitat à loyer modéré est plus juste. Et évidemment qu'Ison va devoir faire un effort, et on va devoir produire à la fois des logements dits sociaux et accueillir ces nouvelles populations dans de bonnes conditions. Rappelez que une écrasante majorité de familles isonnaises est éligible aux logements sociaux, et que sur 100 familles qui demandent des logements sociaux, grosso modo, on en satisfait à peine 20 sur une année classique à Ison. C'est un vrai sujet. Et puis, accessoirement, à l'échelle de la Cali, c'est important, mais à l'échelle d'Ison, c'est accessoire. Renforcer, en tout cas, faire en sorte que l'on renforce l'autonomie alimentaire du territoire. Et là, à l'échelle de la Cali, dans le cadre du programme alimentaire territorial notamment, ça fait sens, même si Ison, une fois encore, n'est pas spécialement concerné. Ce PLU IHD, on le présente aujourd'hui. On va demander au Conseil de rendre un avis sur ce PLUI HD. Fin 2025, si tout se passe bien, il deviendra opposable à tous, et il remplacera tout simplement le PLU municipal, le PLU communal. Et ce PLUI HD comporte plusieurs documents. D'abord, un rapport de présentation, on en a déjà parlé longuement, je ne vais pas m'étaler sur le sujet ce soir. Un projet d'aménagement et de développement durable, là encore, on l'a déjà présenté à ce conseil municipal, et on avait noté combien le PADD, projet d'aménagement et de développement durable du PLUI HD de la Cali, était en correspondance avec les principes du PADD qu'on avait adopté dans le cadre de la révision du PLU. Donc je ne m'étendrai pas sur le sujet ce soir. Ce PLU HD comporte des orientations d'aménagement et de programmation. C'est un sujet très important, des OAP, c'est-à-dire des documents annexes qui définissent des principes d'orientation d'aménagement sur certains secteurs géographiques à Ison. Il en sera longuement question un peu plus tard, mais on a 14 OAP à vocation d'habitat et une OAP à vocation de développement économique dans ce PLU HD qui concerne Ison. C'est un sujet très important, et il faut absolument que les Isonnais prennent la mesure des orientations qu'on dessine, en tout cas pour ces secteurs. Ce PLU HD comporte des programmes d'orientation et d'action habitat et déplacement, et là c'est très important, puisque la Cali fixe en quelque sorte une enveloppe de logements à produire tous les ans à l'échelon de la Cali, et vise quelques communes dont Ison et attend, disons, que l'on produise un certain nombre de logements. Je reviendrai sur le sujet parce qu'évidemment c'est un sujet très important. Et puis ce PLU HD comporte enfin et surtout 2 règlements, un règlement graphique, la carte que j'ai sous les yeux et sur laquelle on s'est déjà prononcé, et un règlement écrit qui donne grosso modo, qui indique quelles sont les règles en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme à l'échelon de la Cali et à Ison
et à Ison en particulier. Je rajoute immédiatement qu'avant de clore, pas maintenant, mais dans quelques minutes, avant de clore ce débat, si débat il y a, et j'espère qu'il y aura débat, je formulerai expressis verbis quelques remarques au nom des élus d'Ison. Ce sont des remarques sur lesquelles on s'est accordé en commission ville durable pour s'assurer que certains points sur lesquels je ne dirais pas qu'il y a désaccord, mais sur lesquels il peut y avoir un doute, pour s'assurer que ce que l'on souhaite à Ison figure bien expressément dans le règlement d'urbanisme de la Cali et sur le règlement graphique qui sera en débat ce soir. Il faudra me rappeler, le cas échéant, de vous citer expressément quelles sont ces remarques qui figureront au procès verbal du conseil municipal de ce soir, remarques qui sont transmises au service de la Cali, à charge pour la Cali, si elle le peut, d'intégrer ces précisions, ces toutes petites précisions dans le document final avant qu'il soit approuvé par le conseil communautaire. J'insisterai sur les points que j'ai énoncés. D'abord, le règlement graphique et le règlement écrit qui conforte les principes qu'on a souhaité inscrire dans le cadre de notre PADD, dans le cadre de ce qu'on pensait être une révision du PLU, principes qu'on a adoptés de manière très, très, très consensuelle. D'abord, favoriser un développement urbain vertueux. Favoriser un développement urbain vertueux, ça veut dire s'attacher aux centralités isonnaises, à la centralité isonnaise, s'attacher à la proximité des services et des commerces et éviter l'étalement urbain. On évite ce qu'on a fait jusqu'à présent à Ison. On se focalise vraiment sur le développement de l'enveloppe urbaine présente. On se focalise sur les dents creuses, ce qu'on appelle les dents creuses. On évite de grignoter au-delà de ce qui est aujourd'hui urbanisé. On a repéré un certain nombre de dents creuses de grandes superficies sur Ison, et donc on se concentre sur ces dents creuses pour accueillir la population qui inévitablement va arriver à Ison au cours des 12-15 prochaines années. Je dis inévitablement sous réserve qu'on ait suffisamment d'eau potable quand même, mais c'est une réserve de taille, on en reparlera un peu plus tard. On partirait grosso modo sur une moyenne, sur 12 ans, on partirait sur une production de 55 logements par an en moyenne sur 12 ans. Sur les 55 logements par an en moyenne, il y aurait 42 logements à habitat loyer modéré, c'est-à-dire des logements sociaux. Rappelez-vous, 42, c'est l'objectif de production annuelle qui a été fixé dans le contrat de mixité sociale qu'on a conclu dernièrement avec l'État. Je rappelle qu'en début de mandat, l'État attendait 65 logements sociaux par an et qu'après négociation, on a réussi à baisser la voilure en quelque sorte à 42 logements sociaux. Au total, 55 logements par an, vous faites grosso modo la multiplication sur 12 ans, ça fait à peu près 650 logements sur 12 ans pour à peu près 1000 habitants supplémentaires. C'est important ce chiffre. On partirait à peu près sur 1000 habitants supplémentaires sur une douzaine d'années, sous réserve évidemment, que notre consommation d'eau potable, l'efficience de notre consommation d'eau potable s'améliore sous réserve qu'il y ait suffisamment de réseaux. Donc il y a tout un paquet de réserves sur lesquelles je ne vais pas revenir ce soir, mais c'est à peu près les objectifs, la cadence qui est fixée par le PLUiHD en ce qui concerne en tout cas, ils ont 1000 habitants de plus sur 12 ans, c'est beaucoup. Ça aurait pu être beaucoup plus, hein, rappelez-vous, hein, si on s'en était tenu aux objectifs fixés par l'État en début de mandat, on serait plutôt à 1500 habitants supplémentaires sur 12 ans. De vous à moi, je ne crois pas qu'on y arrive en 12 ans, 1000 habitants supplémentaires, pour des questions de ressources en eau potable notamment. Mais en tout cas, c'est l'objectif qui est fixé aujourd'hui dans ce projet de PLUiHD. On verra un petit peu quel est le retour des différents services de l'État au stade de la consultation des personnes publiques associées. Mais je répète que compte tenu de la carence en logements sociaux à Ison, on ne pouvait pas, je le dis comme je le pense, on ne pouvait pas faire mieux, que cet objectif. Voilà. On aurait pu souhaiter que l'État nous dise, ben voilà, vous devez produire 30 logements sociaux par an et se contenter de 30 logements sociaux par an. Simplement, la carence est telle, on part de tellement loin qu'à moins de 40 logements sociaux par an, ce n'est pas admissible pour l'État. Et comme on ne va pas faire que du social, mais qu'on va quand même assurer un peu de mixité, il faut bien qu'il y ait un peu de logements libres qui arrivent dans le même temps. Donc on partirait, je répète, sur 55 logements
grosso modo 55 logements neufs par an, en assurant à la fois une mixité sociale et une mixité intergénérationnelle. Pourquoi? Parce que il y a une population senior qui occupe de plus en plus de place à Izon sur notre territoire. Et il y a une demande de la part de cette population d'avoir des logements un peu plus petits, des logements fonctionnels, des logements adaptés à ce public. Et donc on veillera à ce que sur les programmes qui sortiront, on veillera à ce qu'il y ait quelques résidences spécialement dédiées aux seniors, dédiées également aux jeunes actifs qui ont le plus grand mal aujourd'hui à travailler et à habiter sur le territoire. Et donc on veillera également à ce qu'il y ait de plus en plus de jeunes actifs qui puissent se loger, qui puissent être logés décemment sur le territoire. Premier principe très important. Valoriser le cadre de vie. On y est très attaché. J'irai plus vite, mais non seulement on va conforter notre principale entité urbaine, on va inciter les habitants à adopter des modes de déplacement plus vertueux. Et je ne reviendrai pas sur le sujet mobilité active, mais et sur l'intérêt, l'avantage qu'on a à avoir 2 gares aux alentours d'Izon, mais évidemment qu'on mise beaucoup là-dessus et on trouve trace de cette nouvelle exigence dans le PLUI HD. On va promouvoir autant que possible la qualité paysagère, urbaine et architecturale à Izon. Donc on ne va pas autoriser tout et n'importe quoi. Sur les OAP, pour faire très court, sur les OAP sur lesquels je m'arrêterai un peu plus tard, on limite grosso modo, on limite les habitations à rez-de-chaussée et R+1, quasiment partout. On autorise quelques R+2 en fond de parcelle, là où il n'y a pas de problème il n'y a pas de conflit possible de voisinage, et là où la qualité paysagère le permet. Donc on sera très attentif à ça, et c'est pour ça notamment qu'on a fait des OAP, parce que si on n'encadrait pas ces règles de construction sur les OAP, ça aurait pu donner lieu, compte tenu de quelques cow-boys qu'il y a sur le marché de la promotion immobilière, ça aurait pu donner lieu à des projets délirants avec du R+2, voire davantage un peu partout. Donc ça, on n'en veut pas à Izon. Donc on est très attentif à préserver cette qualité architecturale. On est très attentif à ce qu'on préserve les espaces agricoles et naturels. D'où le fait qu'on ait évité d'étendre les terrains constructibles notamment sur la partie sud d'Izon, là où pourtant il y avait des demandes individuelles, mais on estimait que ce grignotage sur des espaces naturels devait être limité et agricoles devait être limité autant que possible. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une volonté municipale, c'est également une prescription légale, puisque c'est le législateur aujourd'hui qui limite autant que possible ce grignotage sur les espaces naturels et agricoles. On veille à préserver certains cônes de vue. On veille à préserver, je le répète, certains cônes de vue et certaines grandes unités paysagères notamment. On y est très attentif. Densifier, oui, on densifie principalement là où il y a des dents creuses, mais en veillant à la qualité paysagère et environnementale. Autre orientation qu'on retrouve dans ce PLUI sur lesquelles on s'était accordé, tenir compte du risque inondation qui est considérable à Izon. Là encore, on a ciblé certains terrains qui ont vocation à accueillir des bassins de rétention naturels. On fait en sorte qu'on évite de construire à proximité des cours d'eau, c'est une évidence, voire à proximité des fossés, en tout cas pas trop proche. Tenir compte de la ressource en eau potable, et là, il y a, je le répète, il y a beaucoup de travail à réaliser. Et pour l'instant, toutes les perspectives qui sont dressées, qui sont tracées en matière de construction, elles sont en suspens, puisque en l'état, on a un déficit d'eau potable tel à Izon que pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait le quart de ces projets qui puissent sortir. Et donc, de toute façon, avant de construire, il faudra qu'on renforce notre capacité à prélever de l'eau potable. Et puis, on veille enfin à conforter les activités économiques. On a ciblé nos zones, sacralisé nos zones de développement économique, fait en sorte que le centre-bourg puisse de nouveau se développer d'un point de vue commercial. Et on a procédé à une petite extension sur la zone d'activité d'Anglumeau, sur 1 hectare, une petite OAP développement économique qui aurait vocation idéalement à accueillir principalement des entreprises artisanales, puisqu'il y a une forte
une forte demande à Ison. Voilà grosso modo sur le règlement graphique, hein, et traduit évidemment dans le règlement écrit, quelles sont les grandes lignes sur lesquelles, une fois encore, j'appelle tout un chacun, hein, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, à aller examiner ce projet de PLUI, HD. On trouve également dans ce PLUI HD un POA Habitat, c'est-à-dire un programme d'orientation et d'action habitat à l'échelle de la Cali. À l'échelle de la Cali, on attend à peu près 500 logements neufs par an, en privilégiant les petites et les moyennes typologies de logements. Pourquoi? Parce que c'est de très loin la plus forte demande, hein. Donc concrètement, il y aura davantage de T2 et de T3 à Ison que de T4 et de T5. Il y aura évidemment quelques T4 et T5, mais il y aura au minimum, grosso modo, on partirait sur 35 à 40% de T2, T3, et après on ventilerait le reste en fonction des besoins. Mais là encore, on s'est accordé sur le sujet en disant que certes, il faut quelques T4, T5, parce qu'il y a quelques familles, notamment des familles qui se fracturent, hein, qui ont besoin de plusieurs chambres, mais on préfère privilégier les petites typologies, ne serait-ce que pour éviter que l'école explose. Je précise en regardant Delphine que pour l'instant, l'école n'explose pas, loin s'en faut. On n'attend pas une explosion des effectifs dans les années qui viennent. Et quand il s'agira pour nous de devoir ouvrir une classe supplémentaire, on est déjà prêt, puisqu'on a investi, on est déjà prêt à accueillir 1, 2, 3, voire 4 classes supplémentaires. Sur 12 ans, ça m'étonnerait qu'on aille au-delà de 4 classes supplémentaires. Je ne pense pas qu'il y ait une classe supplémentaire avant 2 ou 3 ans, mais évidemment, je ne suis pas Madame Irma, mais on est plutôt rassuré sur le sujet. Je sais que c'est un sujet d'inquiétude, hein. Beaucoup se disent, mais si on accueille tout ce monde, où est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va loger les gamins, où est-ce qu'on va mettre, comment on va faire l'école? Je le précise qu'on a évidemment anticipé tout ça, qu'on a une convention d'aménagement d'école qui est en cours de construction, et on n'est pas spécialement inquiet s'agissant de l'école. Je le suis davantage s'agissant de l'eau potable, s'agissant du réseau d'assainissement, mais pas spécialement s'agissant des routes, mais pas spécialement en tout cas s'agissant de l'école. Dans ce POA, il est prévu, je l'ai dit, qu'ils produisent en quelque sorte 55 logements par an, dont 42 logements locatifs sociaux, ce qui, sur une échelle de 12 ans, donnera à peu près 650-660 logements. Dans le meilleur ou le pire des scénarios, c'est selon la sensibilité de chacun. Une fois encore, compte tenu de nos problèmes de ressources en eau potable notamment, je doute qu'on y parvienne, mais c'est en tout cas l'objectif qui est fixé dans ce document. La trajectoire, grosso modo, on serait à 1,30% d'augmentation démographique par an, 1,30 à la louche, hein, grosse louche. Et ça concerne tout ce bassin de vie entre Vert et Ison, grosso modo. Je crois qu'à Saint-Loubès, ils ne doivent pas être trop loin d'1,30. Ils sont peut-être à 1,05 parce qu'ils sont un peu mieux que nous en matière de logements sociaux. Mais on reste sur un territoire aussi attractif qu'ils ont, compte tenu des facteurs que j'ai énoncés tout à l'heure. C'est, de mon point de vue en tout cas, c'est parfaitement soutenable à condition que la gestion de la ressource en eau potable à Ison s'améliore. Voilà pour ce document. On a également dans ce PLUI HD des OAP, j'en parlais, des orientations d'aménagement et de programmation. Sur certains secteurs, disons, on a 14 OAP qui concernent grosso modo 14 dents creuses. 14 dents creuses dont la plupart étaient des terrains déjà constructibles, je le précise. Rares sont les extensions d'urbanisation. Donc la plupart de ces OAP, de mémoire, 11 de ces OAP concernent des terrains qui sont constructibles depuis au moins 2010. Donc j'ai envie de dire qu'on n'a fait que encadrer les règles de constructibilité, orienter ce qui pourrait sortir sur ces terrains pour éviter qu'on ait tout et n'importe quoi et pour faire en sorte qu'on ait quand même un certain pourcentage de logements sociaux. Il y a deux extensions sur 2 parcelles qui seront classées en zone A urbanisée à moyen terme, en zone 1 AU. Et ensuite, on a ciblé des terrains en zone 2 AU, mais pour l'instant, les terrains ciblés en zone 2 AU, c'est-à-dire à urbaniser à long terme, ne sont pas concernés par tout ce que je dis là, puisque ces terrains ne seront constructibles qu'en cas de nouvelle révision du PLUI HD. Et donc là, ça nous projette sur je ne sais combien d'années. En tout cas, sur les dents creuses, on a à peu près 14 OAP plus une OAP développement économique à Anglumeau. Sur ces 14 OAP habitat, on en
envisage la construction de 436 logements en 12 ans, donc à rapprocher des 660 que j'ai énoncés tout à l'heure. Sur les 660, grosso modo, on en a 436, évidemment tout ça c'est très théorique, qui sortiraient en quelque sorte sur ces OAP qu'on a ciblés. Et sur ces 436 logements, il y aurait 332 logements habitat, loyer modéré, enfin de logements locatifs sociaux. Là encore, c'est une injonction de l'État. On ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas faire pire. Enfin, grosso modo, on n'a pas trop le choix. On a négocié tout ce qu'on a pu négocier pour pas qu'il y en ait trop. Mais c'est grosso modo quelque chose. Voilà, le fruit, ce chiffre, est vraiment la traduction d'un travail de longue haleine qu'on a conduit en partenariat avec les différents services de l'État. Et j'insiste pour dire que tous les élus de ce conseil ont été associés, tous les groupes ont été associés à ces chiffres et on les retrouve donc dans le PLUI HD. Une fois encore, j'invite la population à les consulter, hein, ces projets d'OAP. Je tiens absolument à ce que ceci fasse l'objet d'une enquête publique approfondie, que ça donne lieu à débat le cas échéant. Et dans un esprit de responsabilité, les élus de ce conseil, en tout cas, sont parfaitement prêts à assumer et à expliquer à la population pourquoi est-ce que ce PLUI HD est celui qu'on propose ce soir. Voilà pour les OAP. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur les OAP? C'est un sujet important. Je sais que c'est un sujet important. Certes, on en a discuté en commission ville durable dans le consensus le plus total. Y a-t-il néanmoins en conseil municipal ce soir des questions, des remarques tout simplement sur ces OAP ou sur le reste Madame Fontaine, je vous en prie. Non, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, nous avons largement déjà débattu de ces sujets lors de précédents conseils et surtout en commission. Vous avez souligné l'essentiel, c'est-à-dire la ressource en eau, qui va être le facteur le plus bloquant. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les projets par rapport à la ressource en eau, justement. Alors, d'abord, oui, merci de votre question. D'abord, rappeler à tout un chacun que la question de l'eau potable n'est pas du ressort de la commune. C'est important de commencer par là en disant que ce n'est pas la commune, disons, qui est compétente, ce n'est pas la CALI qui est compétente en matière d'eau potable, en tout cas pas encore, peut-être un jour. C'est un syndicat mixte indépendant, le SIAPA d'Arvers, auquel appartiennent 8 ou 9 communes, 8 communes je crois. Et donc ça veut dire que ce n'est pas un sujet sur lequel on peut directement agir. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'élu, c'est essayer d'influencer la politique mise en œuvre par le SIAPA d'Arvers. Et c'est peut dire que depuis 18 mois, sur différents sujets, qu'il s'agisse de l'assainissement comme de l'eau potable, c'est peut dire qu'ils sont sous pression de la part des élus isonnés. Voilà, je le dis en toute transparence. On leur a demandé de cravacher sur le dossier et c'est un fait, ils se sont mis à cravacher depuis 12 mois à peu près et ils poursuivent les investissements sur Ison. Alors s'agissant de la ressource en eau potable, ce qui est prévu, c'est d'abord le SIAPA envisage un second forage du côté de Cadarsac, qui taperait non pas dans la nappe néocène, qui est full, on ne peut plus, mais qui taperait dans une nappe dite alluviale, grosso modo c'est l'eau de la Dordogne, et qui permettrait au conditionnel, si les services de l'État donnaient le feu vert, et c'est peut-être imminent, en tout cas le dossier est à l'instruction, qui pourrait donner lieu à un prélèvement supplémentaire, je le dis de mémoire, de 200 000, je crois que c'est 200 000 mètres cubes an. 200 000 mètres cubes an, ça permettrait de retrouver un peu de mou sur l'échelle des 8 communes. Mais il y a 8 communes à satisfaire, il n'y a pas que Ison à satisfaire, mais en tout cas, si ce second forage pouvait être construit, on pourrait retrouver, le SIAPA en tout cas, pourrait retrouver davantage de capacité de prélèvement en eau potable et donc certains projets pourraient sortir. Et puis ensuite, à l'échelon municipal, on essaie de convaincre le SIAPA qu'il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être des économies d'eau potable à réaliser, en nous permettant d'arroser les pelouses de nos stades de foot et de rugby, enfin c'est surtout le stade de foot qui est consommateur d'eau potable, de nous permettre d'arroser ces infrastructures sportives, ces pelouses, en nous servant des eaux grises de la station d'épuration qui seraient filtrées, plutôt qu'en y balançant de l'eau potable, parce qu'à titre personnel, quand je vois la quantité d'eau potable qu'on balance au stade de la Node, par exemple, j'ai mal au ventre, quoi. Vous voyez, quand je dis j'ai mal au ventre, c'est vraiment j'ai mal au ventre parce qu'on balance, des milliers de mètres cubes d'eau par an. Alors évidemment, c'est un investissement qu'on a réalisé, le stade de la Node, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on veille
à ce que cette pelouse soit correctement entretenue. Mais il est bien évident que si on parvenait à construire ce projet consistant à prélever les eaux grises de la station d'épuration qu'il y a au port pour envoyer cette eau filtrée qui serait traitée pour permettre l'arrosage du stade de l'anode, à mon avis, on retrouverait beaucoup de mou. J'ai du mal à chiffrer aujourd'hui, ça représenterait grosso modo la consommation de combien de foyers à Izon. Mais j'ose dire que c'est plusieurs centaines de foyers. Ça, je ne dois pas me tromper. Voilà. Donc, on essaie de convaincre le SIAPA. C'est pas simple, hein. Il faut beaucoup d'autorisation. C'est un gros investissement. Ce serait un gros investissement de la part du SIAPA. Très probablement que la commune devrait mettre une partie de sa poche. Très probablement que la CALI serait sollicitée. En tout cas, on n'hésiterait pas en tout cas à les solliciter la CALI. Mais c'est un projet qui est plutôt rationnel. J'ose pas dire qu'il est en bonne voie puisque l'idée, c'est une idée assez récente, hein. J'en ai parlé la première fois il y a peut-être 6 mois. J'en ai parlé tout de suite au SIAPA qui trouve l'idée bonne, mais entre le moment où on trouve l'idée bonne et le moment où elle est traduite en acte, dans l'administration, il y a souvent un certain délai. Voilà. Souvent un certain délai, donc on y travaille. Y a-t-il d'autres remarques peut-être sur à peu près tout ce que j'ai dit, quel que soit le sujet qui concerne le PLUI, j'insiste, le débat est ouvert et c'est un document essentiel pour les 12-15 prochaines années. Non, mais je pense que vous avez prévu de revenir dessus sur les remarques qui seront jointes, parce qu'on n'en a pas eu connaissance, on en avait parlé en commission et on n'a pas eu le document rédigé de manière finale. Oui, tout à fait. Merci. Donc, effectivement, on va annexer à cette délibération, avec votre accord, certaines remarques qui concernent le projet de PLUI HD. Il y a grosso modo 3 catégories de remarques. Première remarque qui concerne le règlement écrit. Rappelez-vous, on avait longuement discuté, lorsqu'on a révisé le PLU, on a longuement discuté de la possibilité ou pas d'autoriser les pétitionnaires, les habitants, à construire leurs annexes en limite séparatives. Aujourd'hui, on a une règle qui oblige à construire une annexe à 3, 5 ou 10 mètres de la limite séparative, ce qui peut poser problème à quantité d'isonnés qui ont envie de faire un carport, par exemple, en limite séparative. On leur dit non, il n'y a pas 3 mètres, alors que franchement, voilà, c'est une règle dont je n'ai jamais compris la finalité. La crainte qu'on avait, c'est que la rédaction du règlement, du projet de règlement PLUI HD actuel l'empêche. Et donc, on a formulé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 remarques qui concernent 6 OAP. Je dis bien qu'ils concernent que des OAP, précisant qu'il sera possible de construire ces annexes en limite séparative. Alors l'annexe, c'est l'abri jardin, par exemple. Vous voyez, qui est un abri jardin construit en limite séparative, ça pose pas de problème. Qui est une chambre construite en limite séparative, ça peut poser problème aux voisins, mais qui est un abri de jardin construit en limite séparative ou un carport construit en limite séparative, ça ne pose de problème à personne. Et donc, pour les OAP, on a formulé 6 remarques qui concernent ces OAP, qui ne font que reprendre ce qu'on avait convenu dans le cadre de la commission ville durable. C'est un détail, mais c'est un détail qui peut être important pour que les opérations puissent sortir. Voyez, sinon, ça veut dire qu'on a des petites maisons individuelles, par exemple, mais pas d'abri de jardin. Et sans abri de jardin, on sait que dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? On finit par aller chez Brico Dépôt, j'ai une bêtise, on achète un abri de jardin à 2 francs. Enfin, à 2 francs, vous m'avez compris, à 2 francs malgaches, quoi. Et on le pose, et puis ça fait plusieurs petites verrues dans les jardins, sans qu'il y ait aucun contrôle, aucune régulation, et ça finit par pourrir la vie de tout le monde. Donc là, on préfère le dire très clairement, les annexes peuvent être construites en limite séparative, en tout cas s'agissant des OAP sur lesquels on s'est prononcé. Ça, c'est une première série de remarques. Une deuxième remarque qui concerne cette fois-ci le règlement graphique. Et là, j'avoue, je ne sais plus si on en a discuté à l'occasion de la dernière commission ville durable, mais on en a discuté à l'occasion de précédentes commissions ville durable qui concerne un terrain qui est propriété de la commune, au pont de la SNCF à Uchamp. Rappelez-vous, on a acheté un terrain à la SNCF, un terrain qui doit faire 2 ou 3 hectares. Ce terrain était classé en zone agricole. Et la CALI, dans le projet en tout cas, dans le projet de règlement graphique qu'il nous propose, le classe en zone agricole protégée, non pas en zone A, mais en zone AP. Et en zone agricole protégée, en fait, il ne peut absolument rien avoir. Absolument rien avoir, même pas un abri pour des chevaux, hein, c'est ça. Et nous, là, ça nous embête un petit peu, puisque rappelez-vous, sur ce secteur, on envisage la possibilité qu'un jour, je dis bien la possibilité qu'un jour, se développe un projet de développement d'énergie photovoltaïque.
Et on a ciblé, rappelez-vous, quand on a ciblé des zones d'accélération des énergies renouvelables, ce secteur en faisait partie. Et c'est un secteur d'autant plus intéressant que, d'une part, on a un poste source à proximité immédiate, le poste source d'Enedis ou du RTE, je ne sais jamais si c'est Enedis ou RTE. C'est Enedis qui est propriétaire du poste source. Et c'est très intéressant d'avoir un poste source à proximité parce que, notamment si demain on souhaite stocker de l'électricité d'origine photovoltaïque, il nous faudra, on pourrait en tout cas, louer ce terrain pour qu'un porteur de projet installe ses batteries de stockage à proximité immédiate du poste source. C'est très intéressant pour eux parce qu'ils ont moins de réseaux à tirer. Et pour nous, ça pourrait nous permettre d'obtenir un loyer très intéressant puisque ça nous ferait une recette supplémentaire. Et vous savez combien on a besoin de recettes supplémentaires. Si ce terrain devait rester en agricole protégé, ce ne serait pas possible. Et donc, on demande à la CALI de passer cette parcelle en A, de passer de AP à A, tout simplement pour permettre notamment l'accueil soit de panneaux photovoltaïques, soit l'accueil de batteries destinées à stocker cette énergie photovoltaïque. Et donc, je ne suis pas certain qu'on puisse l'obtenir, mais on va demander en tout cas à la CALI de bien vouloir modifier ce détail. C'est un point de détail, mais qui pour nous est très important. C'est d'autant plus intéressant, vous l'avez compris, qu'on est devenu propriétaire dernièrement de ce terrain. Je ne vous cache pas que si la SNCF était toujours propriétaire, je ne ferais peut-être pas le même effort. Mais dans la mesure où la commune est devenue propriétaire, c'est conforme à l'intérêt général isoné que de demander cette toute petite modification. C'est un détail, un point de détail, mais qui peut avoir son importance au regard des projets qui peuvent être dans les tuyaux. Je rappelle notamment qu'entre Saint-Sulpice et Camérac-et-Vert, il y a un très très grand projet, je ne sais pas s'il verra le jour un jour, hein, mais en tout cas il y a un projet de 17 hectares de fermes photovoltaïques et c'est le seul poste source qu'il y a à proximité. Donc si on devait demain stocker de l'électricité d'origine photovoltaïque, le porteur de projet, il dirait le foncier le mieux situé c'est celui-ci, il s'avère qu'on est propriétaire, il serait ballot de ne pas sortir un loyer intéressant. Vous voyez, donc on va essayer d'obtenir, je ne vous garantis pas qu'on l'obtiendra, mais on va en tout cas essayer d'obtenir cette toute petite modification. Enfin, dernier point, dernière remarque, qui concerne cette fois-ci, et là on en a parlé à l'occasion de la dernière commission Ville Durable, qui concerne une parcelle qui est en entrée de bourg, du côté du rond-point d'Intermarché, parcelle très intéressante, qui doit faire à peu près 4000 m², je le dis de mémoire, je peux me tromper, peut-être 3500, 4000 m², sur laquelle il y a 2 vieilles bâtisses en pierre. On tient absolument à ce que ces bâtisses soient préservées. On ne souhaite pas que sur ce foncier, il y ait 50 logements sociaux en entrée immédiate d'entrée de bourg. On n'a pas du tout envie avec 50 places de parking. Et donc on a décidé, de manière très consensuelle, de verrouiller un petit peu les capacités, ce qu'on pouvait faire sur cette parcelle. D'abord de restaurer un oubli de la CALI, puisque dans le cadre de la modification du PLU, on avait acté de protéger un jardin. Là, vous voyez, il y a un espace vert avec des arbres sympas. On avait convenu de le protéger, d'en faire un jardin protégé, et malencontreusement, cette protection a sauté dans le projet de PLU HD. Donc on demande à la CALI de restaurer cette protection en jardin protégé, d'une part. Et puis d'autre part, on souhaite la préservation de ces 2 bâtisses. On est prêt à autoriser une petite extension de ces 2 bâtisses pour y accueillir du commerce en façade, en rez-de-chaussée, que en rez-de-chaussée. Et donc, on demande à la CALI également d'introduire cette possibilité de faire un linéaire de façade commerciale en rez-de-chaussée sur ce dont on a convenu, pile poil ce dont on a convenu en commission Ville Durable. Donc, c'est la dernière remarque qu'on va formuler auprès de la CALI. Une fois encore, on est parvenu à ces remarques de manière très consensuelle. C'est OK pour tout le monde? Très bien. Y a-t-il des observations? Bien. Je vous propose donc de rendre un avis sur ce PLUHD. Avis défavorable pour commencer. Avis défavorable. Abstention. Avis favorable. Je vous demande de lever la main pour ceux qui sont favorables à ce projet. Très bien, je vous remercie de cette unanimité, de ce consensus et merci. Merci beaucoup. Deuxième sujet à l'ordre du jour. Caroline, tu as la parole s'agissant d'une convention avec le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine. Je t'en prie, Caroline. Oui, alors tout à fait. C'est une convention dont on a déjà parlé puisqu'on a précédemment, dans le conseil municipal précédent et dans les commissions précédentes, parler des subventionnements à aller chercher dans le cadre de cette convention.
Donc là, ce soir, en conseil municipal, on vous demande d'autoriser monsieur le maire à bien vouloir signer cette convention avec le Conservatoire des espaces naturels. Je le rappelle, ça concerne des parcelles acquises de 21 hectares situées sur 3 sites, notamment dans les zones humides, pour une bonne gestion de ces espaces naturels. Donc dans le cadre de la convention cadre de 4 ans, tous les ans, il y a une nouvelle convention à signer pour acter des dépenses financières sur l'année à venir. Donc là, c'est pour les dépenses sur 2025 dont on a pu déjà parler en commission précédemment. L'adoption de cette convention a été débattue en commission réunie le 12 mars dernier et a reçu un avis favorable. Si vous souhaitez que je reprenne un petit peu le montant global du financement, il y a un montant total de 19 582 € et 74 centimes à financer pour 2025. Sur ce financement, on souhaite aller chercher par le biais des subventions auprès du département de la Gironde 15%, soit 2 971,39 €. Auprès de l'agence de l'eau, 50% du montant des dépenses, 9 791,31 €. Et avec un autofinancement à hauteur de 34,83%, 6 820 €. Sur cette convention pour l'année 2025, comme on a pu le dire précédemment, il y aura des inventaires écologiques, des inventaires des espèces, donc odonates, amphibiens et rhopalocères. Il y aura une rédaction de diagnostic écologique, un plan de gestion, des réunions en COTEC, un passage en comité scientifique, puisque l'agence de l'eau nous accompagne sur ce volet-là, et des animations qui vont commencer sur 2025, puisque sur 2024, c'était juste une année diagnostique pure. Là, sur 2025, on va mixer les deux. Donc, il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Des questions peut-être cette convention? C'est OK pour tout le monde? Très bien, je la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je cède la parole à Yannick Clavier, s'il te plaît. Yannick, je t'en prie. Oui, merci. Il s'agit de clôturer 2 APCP qui arrivent à terme. Pour rappel, les APCP constituent les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limite de durée et jusqu'au paiement intégral de celle-ci. Il est donc proposé de clôturer 2 APCP. La première, l'opération 39 concernant la médiathèque. Pour mémoire, l'APCP était à hauteur de 2 662 164 € et 15 centimes. Et l'APCP 49 concernant les équipements de la médiathèque pour un montant global de 582 790 € et 52 centimes. Il est donc demandé d'autoriser la clôture de ces 2 APCP, puisqu'effectivement, à ce jour, l'intégralité du financement est finalisée. Bien, je passe cette délibérée au vote, à moins qu'il y ait des questions techniques. Non, pas de questions techniques. C'est étrange. Je vais soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Et je cède donc la parole. Ben non, c'est moi, pardon. C'est moi maintenant. Donc pour le dernier morceau, non, pas tout à fait le dernier morceau, avant-dernier morceau de la soirée, gros morceau quand même. Gros morceau attendu par tout le monde évidemment, s'agissant donc du rapport d'orientation budgétaire. Pour l'année 2025, on va essayer de débattre en tout cas des orientations budgétaires pour l'année qui vient. Dans un contexte compliqué, je ne développe pas le contexte parce que ça pourrait nourrir des dépressions. Donc on va dire que le contexte n'est pas terrible. Mais bon, on est là, on aime ça, on aime ce qu'on fait. Donc je passe sur le contexte budgétaire. Le contexte géopolitique qui est encore pire, le contexte politique national qui est franchement pas terrible. Mais à Ison, on va dire que ça va à peu près bien. L'atterrissage budgétaire 2024, en section de fonctionnement, on dégage un résultat cumulé de 302 000 €. Alors, c'est correct, ça reste, c'est passable, hein. À comparer aux 484 000 € qu'on a dégagé l'année dernière, c'est passable, c'est pas bien, on fait moins bien que l'année dernière.
on fait moins bien principalement à cause des amortissements. Principalement, on lâche plus de 200 000 euros d'amortissement parce qu'on a beaucoup investi, ce qui est logique. Mais ça reste, voilà, ça reste correct. La commune reste en bonne santé financière, globalement. En tout cas, comparativement à d'autres, pour le coup, on est plus que passable, on est bien, comparativement à d'autres. On maintient une capacité d'autofinancement brut à hauteur de 646 000 euros contre 667 000 l'année dernière et une CAF nette de 275 000 euros contre 306 000 euros l'année dernière. Ça reste bien. Ça reste bien. On peut faire mieux. On cherchera à faire mieux l'année prochaine. Mais le contexte étant ce qu'il est, c'est pas gagné. Je précise tout de suite qu'on a très peu de visibilité à ce jour, toujours très peu de visibilité à ce jour, notamment sur les dotations de l'État. Voilà, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui combien on va percevoir au titre de la DGF. Je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il va en être de la DETR. Je peux vous dire la tendance sur certaines subventions qui est à la baisse, même si du côté du fonds vert, on n'est pas trop mal, ça va peut-être être maintenu. Bref, je manque de visibilité en tout cas ce soir. J'espère bien en avoir davantage lorsqu'on présentera le budget primitif. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les bases vont augmenter de 1,7%. C'est peu. 1,7%, c'est-à-dire grosso modo que ça va nous rapporter 40 000 euros par an. Enfin, 40 000 euros de plus par rapport à l'année dernière, l'année prochaine. Bon, enfin, cette année. C'est pas génial. Je peux vous dire quand même que l'État a augmenté de 12 points sur 4 ans les cotisations de retraite des fonctionnaires. Voilà, ça fait 3 points par an. 3 points par an, ça fait plus de 40 000 euros juste en 2025. Et on va reprendre une piqûre en 2026, et on va reprendre une piqûre en 27 et reprendre une piqûre en 28. Donc là, ça pique, voilà. J'allais dire ça fait mal, non, mais ça pique. Les recettes de fonctionnement en 24 ont évolué d'à peine 0,80% quand les dépenses de fonctionnement ont évolué de 4,62%. Donc là, attention à l'effet ciseau. On en est loin pour l'instant parce qu'on a de la marge, hein, mais il est bien évident qu'il faut être vigilant sur les années qui viennent. Donc là, je challenge un petit peu Karine Longuève. Puisqu'évidemment, quand tout va bien, c'est grâce à moi, et quand ça va un tout petit peu moins bien, c'est à cause d'elle. Donc il faut être attentif à ça. Non, mais bon, contexte inflationniste l'explique, hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Le contexte inflationniste voilà, nous a piqué sévère. Vous avez tous compris que juste sur les dépenses énergétiques, c'était de la folie. Hein, ce qu'on prenait, voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. On a beau faire des économies d'énergie, il n'empêche que on a continué à manger grave, à manger sévère en 2024. On espère que ça ira mieux en 2025, hein, ça je peux le dire quand même. Les tarifs devraient baisser un petit peu en 2025 sur l'électricité, mais en revanche, les tarifs des assurances, eux, continuent à augmenter, et donc au niveau de l'assurance, on devrait prendre 40 000 dans la vue. Donc ce qu'on va économiser peut-être sur l'électricité parce que les tarifs commencent à baisser un petit peu, de toute façon, ça sera une opération blanche, ne serait-ce qu'avec l'augmentation des assurances. Donc c'est pas simple. C'est la tendance dominante, je vous la donne, un petit peu moins sur l'énergie, un petit peu plus sur l'assurance. Sur le 12, on va prendre cher parce que je l'ai expliqué pourquoi. Je reviendrai sur d'autres dépenses, mais voilà un petit peu comment est-ce qu'on aborde ce budget, la préparation de ce budget 2025. Dotation, je disais, du côté des services de l'État, à ce jour, aucun montant n'a été confirmé. On partirait donc au conditionnel, hein, mais on va le confirmer dans les semaines qui viennent, on partirait donc sur les dotations de 2024. Voilà. C'est-à-dire, grosso modo, en DGF, 756 000 euros, en DSR, 360 000 euros, et en DNP, 220 000 euros. J'espère que Karine en saura davantage dans les semaines qui viennent. Et que les nouvelles ne seront pas mauvaises. J'espère que les nouvelles ne seront pas mauvaises.
En dépenses de fonctionnement, du côté des dépenses liées à l'énergie, on devrait baisser la facture de 40 000 euros, mais je vous l'ai dit, hein, d'entrée, boum, les questions d'assurance font que cette économie est quasi neutralisée, à quelques milliers d'euros près. On va essayer de s'améliorer sur les travaux en régie. Parce que rappelez-vous de voilà, on reviendra sur le sujet des travaux en régie, mais ils sont très vertueux. On va continuer à travailler avec le SDEG, mais là encore, on baigne dans une forme d'incertitude, puisque le SDEG, là où on pouvait passer 100% des dépenses d'investissement en investissement hier, le SDEG nous annonce que désormais on pourra passer que 75% de ses dépenses en invest et 25% en fonctionnement. Et donc quand on investit 150 000 euros pour faire du relamping par exemple, pour passer tout en LED, faire des économies d'énergie, si là on espérait passer 150 000 euros d'investissement hier, peut-être que demain on ne pourra plus passer que 110 115 000 euros en investissement et le reste en fonctionnement. Alors évidemment, si on devait le passer en fonctionnement, ça serait terrible pour nous, hein. Ça serait terrible. C'est-à-dire d'un coup, là, vous voyez, sur un projet à 100 000 euros d'investissement, on prenait boum, 25 000 euros de frais de fonctionnement en plus. Et là, on est en plein flou. On est heureux d'avoir entrepris ces travaux il y a maintenant 18 mois pour la première tranche et il y a 1 an pour la deuxième tranche. Je plains mes collègues qui commencent le relamping que maintenant, qu'en 25. Eux, ça ne va pas être la même musique. On espère passer un petit peu à travers des mailles du filet en agissant vite, mais je n'ai aucune certitude et je ne vous cache pas que cette incertitude elle me fait un peu peur, puisqu'on a des gros projets d'investissement pour faire des économies d'énergie. On veut passer toute la commune en LED avant la fin du mandat et ce devrait être le cas fin 2025. Quasiment toute la commune sera passée en LED à l'exception vraiment du centre-bourg, de l'hyper-centre-bourg. Parce que là, il y a une problématique on veut mettre on souhaiterait mettre, en tout cas, le jour on le fera, des lampadaires de qualité qui respectent un petit peu une identité patrimoniale, donc on ne va pas se précipiter. Mais pour le reste, 90% du parc sera passé en LED en fin d'année et il ne faudrait pas qu'à l'arrivée, là, on espérait passer 280 000 euros d'investissement. Il ne faudrait pas qu'on nous dise, bah non, finalement, ce ne sera pas 280 000 euros, mais 200 000 euros. Là, il y a un gros enjeu et ça ne dépend pas de nous. On fait tout, en tout cas, pour pouvoir tout passer tout passer en investissement. Donc, en dépenses de fonctionnement, on va faire ce qu'on peut. Hein, pour, évidemment, je compte sur Karine Longuève pour dompter un petit peu nos tendances naturelles à augmenter nos dépenses de fonctionnement. On mettra très certainement à contribution le monde associatif, hein, qui a été plutôt gâté par nous depuis le début du mandat. Je rappelle que les subventions aux assos ont augmenté de 250% depuis le début du mandat. C'est pas rien quand même. Il est très probable qu'on s'oriente vers une petite baisse des subventions, hein, très mesurée. On sera toujours là pour celles qui ont besoin de nous, évidemment. On sera là pour toutes les assos. Si une asso a un pépin, elle pourra compter sur nous, mais il est possible, fort probable qu'on demande aux assos de faire un petit effort. Les charges de personnel devraient augmenter de 4,5% par rapport à 2024. Là, les cotisations retraite dont je parlais tout à l'heure, elles nous font très mal. Les cotisations sociales sont en hausse de 20 000 euros. On va essayer de basculer quelques contrats aidés en CDD. On ne sait pas encore combien, mais bon, ça c'était prévisible, hein. On a notamment un service, le service entretien, qui fonctionne avec beaucoup de contrats aidés. Il est un peu plus logique. Si on veut maintenir en tout cas une qualité de service à la hauteur des besoins des habitants, il est un peu plus logique qu'on envisage de basculer ces agents sur un autre statut. Il y a inévitablement l'augmentation du SMIC, le glissement vieillesse technicité, le mérite, hein, des agents et des primes qui seront versées. Tout ça explique cette hausse prévisionnelle de 129 000 euros, ce qui fait 4,51% par rapport à 2024. Bon. Sur le budget fêtes et cérémonies, je l'annonce, on poursuivra la hausse du budget fêtes et cérémonies parce qu'on a été élu pour faire la fête. C'est pas vrai, non, je caricature, c'est pas vrai. Faut pas l'écrire ça, monsieur Novak. Faut pas l'écrire ça. Non, on n'a pas été élu, c'est pareil. On a été élu pour travailler, mais en tout cas, il y a une forte attente
de la part des Isonnais qui sont satisfaits de ce qu'on propose comme activité festive à Ison. Hein. Tout le monde se rend compte que Ison se réveille, si je puis dire, s'est réveillé. Et qu'au beau jour notamment, pas que au beau jour, mais au beau jour notamment, on offre des activités aux Isonnais dont ils sont plutôt heureux. C'est populaire, festif, convivial. Et donc ça, il faut vraiment qu'on l'entretienne. Et donc on va continuer à offrir ces festivités à Ison et je crois pouvoir dire que, j'espère en tout cas, alors sous réserve que la météo soit avec nous, j'ose dire que la saison festive 2025 à Ison sera encore meilleure, si je puis dire, que les Isonnais sont encore mieux servis que ce qu'ils ont été jusqu'à présent, sachant qu'ils ont plutôt été bien servis par nous, je le dis sans fausse modestie évidemment, je le dis parce que j'ai que des bons retours en tout cas sur ce qu'on offre aux Isonnais. Donc on va continuer en tout cas cette politique très volontariste en matière de festivités. Quoi dire d'autre sur les dépenses de fonctionnement? J'ai parlé du SDEC, j'ai parlé des subventions aux assos, j'ai parlé des assurances, j'ai parlé du chapitre 12. Il est peut-être temps que je parle de la pénalité SRU, qui nous fait toujours mal. Hein. Ça reste 63 000 euros. On a eu la notification de l'État, on espérait 56 ou 59, je ne sais plus, c'est 63 000 au titre de notre carence en logements sociaux, mais on est quand même passé de 160 000, grosso modo, à 63 000. J'ai presque envie de dire que c'est une paille, 63 000, quand on a payé 160 000 euros de pénalité et qu'on nous a menacé de payer 320 000 euros de pénalité. Oui, je me satisfais presque des 63 000, même si, j'espère bien que l'année prochaine, on fera mieux. Et tout ça va dépendre de nos efforts et éventuellement des subventions qu'on apporte aux porteurs de projets pour qu'ils sortent des projets d'habitat à loyer modéré. L'attribution de compensation à verser à la CALI s'élèvera a priori à 268 367 euros. Je dis a priori, mais voilà, c'est à peu près ça. Je dis tout de suite que dans cette attribution de compensation négative, hein, qui pèse lourd, mais qui est un peu plus logique, il faut comptabiliser, rappelez-vous, le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, tant en investissement qu'en fonctionnement. Et, le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'à présent, on va dire que cette compétence n'a pas été exercée à plein par la CALI ces derniers mois. C'est une litote, je crois. Ou un euphémisme. Non, une litote. Une litote. C'est une litote. Merci Serge. Mais que j'annonce qu'en 2025, ce service de la CALI sera enfin à la hauteur de nos attentes. Et elles sont considérables, disons, s'agissant de la gestion des eaux pluviales urbaines. Ces attentes sont considérables et, a priori, voilà, le service sera à la hauteur de ce que ça nous coûte tous les ans au titre de notre assez négative. Du côté des agents, j'ai oublié de le dire, mais c'est réglementaire, nous avons 83 agents, 63 statutaires, 20 contractuels. Vous avez compris qu'on aura peut-être davantage que 20 contractuels bientôt, mais ce n'est pas sûr. On reste à 83 agents. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des grosses masses s'agissant des dépenses de fonctionnement. Quelques mots enfin et surtout, c'est attendu par tout le monde j'imagine, sur les projets d'investissement pour l'année 2025. D'abord vous dire que du côté de la dette, le capital à rembourser en 2025 s'élèvera à 351 652 euros. Les intérêts des emprunts à payer en 2025 s'élèveront à 75 332 euros. L'encours de la dette est de 5 397 000 euros, ce qui représente 843 euros par habitant. On est dans la moyenne nationale et je répète que l'objectif est d'améliorer. On a emprunté il n'y a pas longtemps, hein, on a emprunté en 2022 4 millions à un taux très intéressant. On a bien fait d'emprunter en 2022, je répète, parce que si on avait emprunté plus tard, on aurait payé beaucoup plus cher. On a eu du nez en quelque sorte et que l'objectif là c'est de redescendre notre encours de la dette de telle sorte que d'ici 2026, nous puissions, en cas de besoin, en tout cas que l'équipe prochaine, je dis nous comme si que la prochaine équipe, je vais être lucide, que la prochaine équipe soit en capacité d'emprunter à nouveau. Et donc on est pile poil dans les eaux qu'on avait dessinées lorsqu'on a procédé à cet emprunt en 2022. On est plutôt bien et tout le monde s'aperçoit combien, je crois que tout le monde
s'aperçoit, prend la mesure de combien on investit, à Ison. En 2025, nos projets d'investissement en 2025, les grandes masses, une fois encore, je ne rentre pas dans le détail, et je précise qu'il ne s'agit que d'orientation budgétaire, et que seul le Conseil sera souverain pour adopter le budget primitif en 2025, et donc on verra quels sont les investissements finalement retenus. On a d'abord deux gros projets de voirie, avec d'autres petits projets de voirie. Le premier gros projet de travaux de voirie, c'est refaire l'avenue du Maréchal Leclerc, à peu près 1 kilomètre de chantier, avec l'idée de faire une voie verte, une voie dédiée aux cyclistes, une voie dédiée aux piétons, de telle sorte que les piétons et cyclistes soient beaucoup plus sécurisés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc là encore, on va, en lien avec le département qui va refaire le tapis, on va sécuriser autant que possible cette avenue du Maréchal Leclerc. On ne perd pas de vue, évidemment, tous ceux qui, de plus en plus nombreux, vont emprunter le train le matin à la gare de Saint-Sulpice-Izon. Et c'est dans le sens de l'histoire, si je puis dire, que de sécuriser piétons et cyclistes sur cette route départementale. Premier gros projet. D'ailleurs, soit dit en passant, je précise qu'il y aura des travaux à la gare de Saint-Sulpice-Izon qui démarreront en septembre, un jeudi, pour ceux qui préparent la rentrée par anticipation. Pas moi, donc. Travaux démarrés le 30 juin. C'est le 30 juin et ça se termine le 30 septembre. Ok, du 30 juin au 30 septembre. Voilà, donc la rentrée sera compliquée pour tous ceux qui ont l'habitude de prendre le train à Saint-Sulpice-Izon. Il y aura du basculement et il y aura toujours la possibilité d'emprunter la gare de Vert, évidemment, qui elle sera toujours ouverte. Ce sont des projets qui consistent principalement à élargir les quais pour pouvoir accueillir très bientôt, non pas une rame de RER métropolitain, mais 2 rames collées, 2 rames jumelles, pour qu'il y ait 2 fois plus de passagers potentiels. Donc c'est plutôt tout bénef pour les Isonnais. Aujourd'hui, on compte, je dis mémoire, 550 montées-descentes par jour sur la gare de Saint-Sulpice-Izon. D'ici 2030, c'est à peine 5 ans, on va faire plus que doubler le nombre de passagers sur la gare de Saint-Sulpice-Izon. Et je précise, parce que la question m'a été posée par Aline Fontaine, je crois, la dernière fois, qu'en lien avec la commune de Saint-Sulpice-et-Camérac, il est très possible qu'on accompagne la commune de Saint-Sulpice-et-Camérac pour aménager des places de parking supplémentaires sur la gare de Saint-Sulpice-Izon, qui, comme chacun sait, est complètement saturée le matin. Et donc là, je discute avec le maire de Saint-Sulpice. Il est possible que je vous demande qu'Izon fasse un effort, même si c'est un investissement qui serait réalisé sur la commune de Saint-Sulpice, pour permettre la création d'une centaine de places à peu près, si tout se passe bien, des deux côtés de la voie ferrée. On en reparlera un peu plus tard, c'est en discussion en ce moment. Premier projet de voirie, Maréchal Leclerc. Deuxième projet de voirie, gros projet de voirie, la zone d'activité de la Landotte, qui est dans un état absolument lamentable. Maîtrise d'ouvrage portée par la CALI, mais la subtilité, c'est que si la CALI porte la maîtrise d'ouvrage, c'est Ison qui paye. Donc la CALI porte le projet et fait l'avance, et ensuite il revient à Ison de le payer tous les ans sur son attribution de compensation. Et donc ça veut dire qu'il faut... la règle jusqu'à présent, c'était que la commune avait 3 ans pour rembourser la CALI. Donc si on part sur un projet à 600 000 euros, ça fait 200 000 euros par an. C'est, comment dirais-je, pour une zone d'activité d'intérêt communautaire, c'est excessif, de mon point de vue. Et donc après discussion avec notamment Philippe Buisson, on s'orienterait vers un étalement sur 10 ans au lieu de 3 ans, ce qui représenterait, si on partait sur 600 000 euros de travaux, ce qui partirait sur 60 000 euros d'investissement en assez négatif tous les ans pour faire une voirie d'intérêt communautaire, je le répète. J'aurais bien aimé que la règle soit différente, mais c'est pas moi qui l'ai adopté la règle, c'est ma prédécesseur, mais nos prédécesseurs, et cette règle, ce qu'elle est, on peut la trouver hallucinante. On peut considérer que dans une zone d'intérêt communautaire, logiquement, la CALI devrait à la fois apporter la maîtrise d'ouvrage et payer l'investissement, puisque les recettes fiscales, je le répète, vont à la CALI. Mais ce n'est pas la règle qui a été adoptée par nos prédécesseurs. Et donc aujourd'hui, la CALI fait l'avance, la CALI porte l'ingénierie, etc. Quand même, attention, il y a des frais annexes, etc. Mais il revient quand même à la commune de rembourser la CALI. Certes, sur 10 ans, si le deal convenu est honoré, mais voilà. Ce sera mieux que sur 3 ans, mais il faudra quand même qu'on fasse cet effort. Pour l'instant, on part sur 600 000 euros. Je ne vous cache pas que ça pourrait être beaucoup plus en fonction des résultats de l'étude eau pluviale.
puisque il y a un gros sujet sur la question de la gestion des eaux pluviales. Une étude est en cours, et pour l'instant, on s'orienterait plutôt vers une plus-value certaine. Bon, à rediscuter d'ici le BP. J'espère que j'aurai des chiffres plus précis à vous communiquer. Et puis après, on a quelques projets de voirie. Je ne parlerai pas de tous les petits projets de voirie, de réfection de voirie, mais un sujet quand même qui mérite l'attention de tout le monde, c'est que depuis la fermeture du pont du Bois, il n'aura échappé à personne que inévitablement les routes secondaires sont beaucoup plus empruntées par les automobilistes. Et notamment, il y a un circuit, le chemin de la Vergne, qui est très très emprunté, parce que Waze indique qu'on va gagner 2 minutes en passant par le chemin de la Vergne. Et le chemin de la Vergne est dans un état, je sais pas, pour ceux qui sont passés dernièrement, moi j'y passe de temps en temps, c'est juste hallucinant l'état du chemin de la Vergne. Donc on s'oriente d'une part vers une réfection d'une partie du chemin de la Vergne, et je le dis, il est possible également, mais ça on va consulter les habitants et on en discutera tous ensemble, mais il est possible également qu'on fasse le choix de basculer le chemin de la Vergne en sens unique. Puisque aujourd'hui le fait qu'on soit en double sens compte tenu du trafic fait que inévitablement les bas-côtés sont empruntés et en fait c'est une boucherie quoi. Donc il est possible au moins de manière provisoire qu'on bascule le chemin d'Avergne en sens unique. On n'y est pas encore, mais c'est une préconisation en tout cas de tous les professionnels qui bossent sur le sujet. Je ne rentre pas dans le détail des projets de voirie, aucun arbitrage n'est fait, mais le chemin d'Avergne en tout cas lui sera réalisé. Travaux de voirie aussi au port. Alors, pas que des travaux de voirie au port, mais la rue, l'avenue, non, pas l'avenue, mais l'avenue de l'embarcadère, pardon. La rue de l'embarcadère est dans un sale état depuis quelques années, puisqu'il y a eu un écoulement sur le fossé, là. Et donc là, on va procéder aux travaux d'enrochement et on va refaire cette partie de voirie de telle sorte que les isonnés puissent de nouveau emprunter cette rue de l'embarcadère. Et on va en profiter pour restaurer un petit peu le port. C'était un de nos engagements, enfin c'était en tout cas, on avait pris le parti de valoriser le port d'Ison et je dois confesser que le port d'Ison est dans un état absolument lamentable, dont je ne suis absolument pas fier. Et donc là l'idée c'est vraiment faire en sorte que le port soit de nouveau agréable pour les familles isonnaises. On va poursuivre nos travaux de sobriété énergétique, j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens pas, mais c'est très important, il y a des grosses économies d'énergie à réaliser. On va cranter sur nos itinéraires de promenade, c'est-à-dire que là ils ont été créés, on y a fait des travaux d'aménagement, on va les ouvrir officiellement, ils peuvent déjà être empruntés, mais on va les ouvrir, on va installer une signalétique et on va progressivement cranter sur nos itinéraires de promenade, notamment le long des cours d'eau. On va investir sur une signalétique patrimoniale, notamment sur un parcours Léo Drouin, pour valoriser un petit peu le patrimoine bâti, culturel et environnemental isolé, qu'on va très probablement inaugurer en fin septembre 2020 à l'occasion des Journées du patrimoine, en lien avec les éditions de l'Entre-deux-Mers. Donc là, vraiment, on tient vraiment à valoriser ce patrimoine historique, culturel et environnemental. C'est un projet qu'on construit en lien avec la commission extra-municipale, et que je remercie. Et, on y tient beaucoup. On va, sur la signalétique, on aurait dû le faire il y a très longtemps. On l'avait au BP déjà en 24, on l'avait au BP en 23 et on n'a absolument rien fait. Il faut vraiment qu'on crante sur la signalétique des bâtiments municipaux, des bâtiments communaux, sur la signalétique de certaines entreprises ouvertes au public, sur les signalétiques en entrée de bourg. Voilà, il y a beaucoup à faire sur ce sujet et je pense, j'espère en tout cas que non seulement on les aura au budget, mais qu'on réalisera ces projets. On va continuer à investir sur, très probablement, pour améliorer le cadre de vie, sur des aménagements paysagers, Anglade, allée des pavillons, sur l'espace boisé dont on est devenu propriétaire il n'y a pas longtemps. On a commencé les travaux, pour ceux qui se posent des questions. Non, il n'y aura pas des logements sociaux sur l'espace boisé. L'espace boisé reste espace boisé. On va simplement y aménager une nouvelle aire de jeu pour les tout petits. Là, on va y installer un terrain de pétanque, un peu de mobilier urbain, enfin quelque chose de très sympathique, à proximité immédiate du Diagonal, en espérant qu'enfin ce qui était prévu au Diagonal sorte et qu'il y ait enfin des nouvelles cellules commerciales au Diagonal pour faire vivre un petit peu ce... Mais voilà, il y a une vraie attente des familles en tout cas, ce sera un site très agréable et on aura, je l'espère en tout cas en 2025,
sous réserve d'arbitrage favorable, un aménagement paysager très qualitatif autour de Portès, autour du boulodrome de Portès et du parc d'Anglade. Là aussi, c'est une demande des familles. Je l'espère, on va procéder à quelques acquisitions foncières. On va poursuivre nos acquisitions foncières. D'abord, on a un vrai sujet, c'est qu'on a un cimetière qui est saturé. C'est pas un sujet très gai, mais on a un cimetière saturé. Il faut envisager une extension du cimetière et on a une opportunité qui se présente à proximité immédiate du cimetière. Et donc, on va essayer de devenir propriétaire de cette maison et du terrain. On ferait l'extension du cimetière sur une partie du terrain et on profiterait de la maison pour essayer de revitaliser un petit peu le centre-bourg historique. Là, tout est ouvert. Juste à côté, 115 de Gaulle, on va procéder, ça a déjà été voté et décidé, à l'acquisition de la petite cellule. Là, on va y mettre 2 commerces. Il y aura très probablement un coiffeur, une coiffeuse qui souhaitent investir et un deuxième local à côté. Là, tout est ouvert, tous les projets, donc on n'a pas encore discuté, mais l'idée, c'est toujours d'essayer de revitaliser le centre-bourg. C'est vraiment un sujet sur lequel on a fait beaucoup pour amener de l'activité à Izon au beau jour, en soirée notamment. On a fait beaucoup pour offrir une offre d'activité culturelle plus dense, plus riche aux familles isonnaises. En revanche, s'agissant des échanges en centre-bourg, je le dis comme je le pense, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait promis. Je regrette, mais voilà, il faut vraiment qu'on s'attelle à revitaliser le centre-bourg historique d'Izon. Et voilà, on a eu plein d'idées, on a lancé une consultation, on a débloqué des lignes pour faire de la signalétique, et puis à l'arrivée, franchement, il n'y a pas grand-chose qui sort. Et je le confesse, je n'en suis pas fier. Évidemment, il y a des éléments qui sont totalement indépendants de notre volonté. Le projet privé aux diagonales, j'y suis pour rien. On n'a fait qu'accompagner ce projet. Le mec, il dort dessus, il a trop d'argent certainement. Son projet ne sort pas, je sais pas. Je ne le comprends pas, je ne comprends pas sa rationalité économique. Il m'a encore promis là, que ça sortirait cet été. Bon, on attend, mais je ne vois pas grand-chose bouger. J'espère bien que ça va sortir. Mais voilà. Et puis après, il y a le reste. Et entre ici et voilà, il y a Borgès. Heureusement qu'il y a Borgès, parce que Borgès démarre bien. Borgès a vocation à monter en puissance et on va continuer d'accompagner Borgès parce que c'est un espace de vie auquel je crois. J'espère bien que Borgès va devenir un vrai tiers-lieu, donc on va continuer à investir sur Borgès, mais on va poursuivre jusqu'à l'église. Et avec ces 2 acquisitions foncières, il faut vraiment que... Alors ça ne sortira pas du jour au lendemain. On ne revitalise pas un centre-bourg historique comme ça, c'est beaucoup plus long. Mais il faut vraiment que ce soit un objectif majeur et qu'on crante sur le sujet en 2025. Voilà, je le dis, on n'est même pas passable sur le sujet, on n'a même pas été à peine passable sur le sujet, à l'exception de Borgès, depuis que nous sommes élus. Et ce n'est pas normal parce que c'est une grosse attente de la population. Si on n'y arrive pas, il faut avoir l'humilité de dire on n'y arrive pas. Mais pour pouvoir dire on n'y arrive pas, il faut se donner les moyens d'essayer d'y arriver. Et jusqu'à présent, on ne s'est pas donné tous les moyens d'y arriver. Et je prends ma part, et j'ajoute qu'on ne s'est pas donné les moyens, y compris et peut-être à commencer au niveau des services. Ce n'est pas imputable à Karine, c'est ma responsabilité. Mais je veux dire, on n'a pas un agent chargé de cranter sur le sujet. On n'a pas les moyens de recruter cet agent, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se débrouille autrement. Et donc ça veut dire qu'il faut que les élus prennent le relais, notamment. Il faut qu'on mise sur les acteurs économiques eux-mêmes, sur les acteurs associatifs. Il faut vraiment qu'on crée une espèce de comité de pilotage pour revitaliser le centre-bourg. Et jusqu'à présent, je le dis comme je le pense, on n'a pas été bon sur le sujet. C'est un sujet éminemment compliqué. Il ne suffit pas d'être volontariste sur le sujet. Il faut avoir de la chance. Il y a plein de facteurs qui doivent être réunis. Mais il faut vraiment qu'on se donne les moyens. Et j'espère qu'en 2025, on va se donner les moyens de revitaliser le centre-bourg historique. Ça ne se verra pas en 25, ça ne se verra peut-être pas en 26, mais en tout cas, progressivement, on va cranter et j'espère bien qu'on va y arriver. J'aurais peut-être pas dû être aussi franc. Mais c'est bon de dire les choses comme on pense. En tout cas, on va continuer d'investir sur Borgès, j'insiste. On croit beaucoup à Borgès. On va le faire pour des raisons pour créer des échanges. On va le faire aussi, il faut le dire,
parce qu'il y a une association à Borgès, l'association Saint-Vincent-de-Paul. Si elle reste à Borgès, et a priori elle va rester à Borgès, elle rend tellement de services à la population isonnaise en matière d'action sociale qu'il y a tout lieu d'accompagner cette association qui fait un travail, j'insiste, à vocation sociale qui est absolument exemplaire. Et donc si il devait rester à Borgès, il va absolument falloir de mon point de vue en tout cas, je défendrai qu'on les accompagne davantage que ce qu'on fait jusqu'à présent. On les accompagne bien, on pourrait en faire davantage, et il y a d'autres associations sur Borgès qui, elles aussi, méritent totalement notre accompagnement et nos encouragements. S'agissant des projets d'investissement, j'ai parlé des investissements en matière de signalétique, de valorisation des sites historiques. On va très probablement continuer d'investir en matériel pour les services municipaux, moins que ce qu'on a fait jusqu'à présent peut-être. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des problèmes d'amortissement. Hein. On a tellement investi qu'on prend un shoot en matière d'amortissement qui nous coûte très cher. Donc, on va faire attention. Mais bon, il y a des promesses qui ont été faites, des besoins qui se sont fait ressentir, même s'ils sont discutés. On essaiera d'honorer ces besoins en matériel autant que possible. Le groupe scolaire, j'en parle même pas, mais évidemment qu'on sera toujours là pour le groupe scolaire, à commencer par le restaurant scolaire. En matière de vie associative, j'ai parlé de Borgès, mais il faut également parler du Boulodrome. Hein. Ça va être un des gros projets de 2025, le Boulodrome couvert sur Portès. Et c'est pas que un projet de Boulodrome, j'insiste. Hein. Il y a le Boulodrome, il y a l'aménagement paysager autour, il y a le parc naturel d'Anglade. C'est un tout, et donc on va essayer de réaliser ce tout en 2025. On va changer l'éclairage, je l'espère, du terrain de rugby. Je rappelle qu'on a une subvention de l'Agence nationale du sport pour ça. On va continuer à réaliser quelques investissements sur la NOD si tout se passe bien. Bon, on peut dire que les associations continuent d'être bien servies, en tout cas tant en fonctionnement avec les subventions qu'en matière d'investissement. Le local pour les chasseurs va voir le jour là très très bientôt. Les travaux ont déjà commencé, ils vont se poursuivre à compter de la semaine prochaine, et on espère bien que cet été tout sera terminé. Et puis j'oublie pas l'Atlas de la biodiversité, les îlots de fraîcheur, les sentiers pédestres, j'en ai parlé, mais tout ce qui concerne un petit peu les aménagements paysagers au sens très large du terme. Donc en fait, les grandes lignes sont les mêmes. On ne bouge pas les grandes lignes d'un iota. On a été élu sur un programme qui est en cours de réalisation. On poursuit ce programme. On va essayer de cranter. Là, on était moins bon. Je songe à la revitalisation de Centre-Bourg. On n'a pas été nul, mais on aurait pu être meilleur, je pense, et j'espère qu'on sera meilleur demain. On continue nos aménagements paysagers, on continue nos efforts pour la vie associative, et d'une manière générale, on essaie d'améliorer le cadre de vie des zonés. C'est ce qu'on va essayer de faire en 2025. Les arbitrages seront procédés au cours des prochaines semaines. J'étais long, excusez-moi. J'imagine qu'il y a des questions peut-être, même si on a abordé ces sujets à plusieurs reprises. On a déjà 1h15 de conseil. Y a-t-il des questions peut-être sur ces orientations budgétaires? Je vous en prie, Mme Carrère. Moi, j'avais une question, parce qu'on a longtemps débattu la semaine dernière en commission, mais c'était sur la question de l'accompagnement de la revitalisation du bourg. Il me semble qu'on avait été accompagné à un moment donné par la CALI, qui avait fait des propositions, enfin qui avait travaillé sur les différents emplacements du bourg jusqu'à Intermarché, Casino. Qu'en est-il de cet accompagnement finalement de la CALI? L'accompagnement de la CALI, c'est résumé, et c'est bien, hein, à une étude en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie a procédé d'abord à un sondage auprès de mémoire de 550 isonnés. La CCI a identifié les grosses attentes de la part des consommateurs, les typologies de commerce qui auraient le plus de chances de voir le jour et de faire du profit concrètement sur Ison, d'identifier éventuellement certains sites, mais de manière très très vague. L'accompagnement de la CALI ne va pas encore au-delà. Voilà. Ce sur quoi nous on s'est heurté, c'est qu'on misait beaucoup sur 2 sites pour amener davantage de commerce, 2 sites aux 2 extrémités, si je puis dire, de cette artère principale. Le premier site, c'est Diagonale,
Et je répète qu'il y a des promesses, il y a un porteur de projet privé, propriétaire, qui a commencé les travaux, qui a déjà dû faire au moins, à mon avis, à la louche, il a déjà dû faire au moins 600 000 euros de travaux à l'intérieur. Je veux dire, les cellules sont quasiment prêtes, bon, qu'il y a eu des difficultés, un contentieux, en malfaçon, etc., passons, mais qui ambitionne de créer 6 ou 8 nouvelles cellules commerciales à l'intérieur de la halle, principalement axé sur du commerce de bouche. Et donc, je comptais en tout cas beaucoup au début de mandat sur ce projet pour amener un petit peu plus de vie, d'échange au centre-bourg. Le projet est toujours dans les tuyaux, même si parallèlement à ça, il a mis son bien sur le marché immobilier. Il n'empêche que lui continue les travaux, etc. Il vend le package entier avec les cellules commerciales. Le problème, c'est que pour l'instant, les cellules ne sont pas ouvertes. Il n'y a pas l'ombre d'un nouveau commerce. Elles sont faites, pas tout à fait finies, mais ça a avancé, mais j'attends encore. Il me l'a promis pour cet été. J'attends. Je suis sceptique pour cet été, très sincèrement. Et puis, le deuxième caillou, c'est Mocaillou. C'est le cas de le dire. 700 mètres carrés de cellules commerciales en rez-de-chaussée. Dossier qu'on a porté, que j'ai porté personnellement en commission départementale des activités commerciales, en CDAC, pour qu'il puisse y avoir ce mix entre logement et commerce en rez-de-chaussée. Et là, il y a au départ un porteur de projet qui vend les immeubles aux nouveaux propriétaires. Une mésentente sur les conditions de la cession. Ils ne sont pas accordés sur qui fait quoi. Est-ce que les menuiseries sont prêtes, pas prêtes, j'en sais rien. Le nouveau propriétaire qui ne s'attendait pas à avoir 700 mètres carrés de cellules commerciales, alors, je ne sais pas quand ils ont signé, s'ils ont lu l'acte en fait, qui se retrouve avec ça sans budget voté par son conseil d'administration pour réaliser les travaux. Ça traîne. Bon, moi j'ai beau péter la pape, parce que j'ai pété la pape à plusieurs reprises, le bordel il n'avance pas. Et là je prépare un courrier pour le président directeur général du propriétaire de la société en question pour lui dire bon là ça suffit, il me faut absolument un peu de visibilité sur le devenir de ces cellules. C'est pas possible. Mais on n'est pas propriétaire, vous voyez, la marge de manœuvre qu'on a, elle est très très réduite. Moi j'avais des commerçants prêts à s'installer, j'avais une liste quasi complète, les 7 cellules étaient quasiment prises, et tous les commerçants que j'avais sur ma liste, évidemment, ils sont partis ailleurs. Ils ont autre chose à faire que d'attendre. Je n'arrive même pas aujourd'hui à avoir un prix de cession ou un prix de location au mètre carré. C'est quand même barjot, vous voyez, c'est-à-dire que je trouve des entrepreneurs pour y aller, je ne suis même pas foutu leur dire si le bien, ils vont le payer 100, 120 ou 140. C'est quand même assez compliqué de monter un business plan dans ces conditions. Donc là, j'espère aussi qu'on va avancer en 2025, mais ça ne dépend pas de la volonté de la commune. Voilà, on est totalement tributaire de ce qui est décidé par l'actuel propriétaire du bien. Donc ça, ce sont nos 2 cailloux, voilà. Et puis après, il y a entre ces 2 extrémités, entre Diagonale et Mocaillou, vous voyez, le centre-bourg, il a peu ou prou pas bougé. Alors je suis heureux de voir qu'il y a un commerçant, le spa des animaux, qui est implanté et qui marche fort, qui est heureuse d'être ici. Bon voilà, on l'a accompagné comme on a pu, c'est super. Je suis heureux qu'il y ait une coiffeuse qui veuille s'installer dans une partie du bien dont on va devenir propriétaire bientôt. Ça me fait plaisir. On envisage bien des projets de boutiques partagées, etc. Je suis heureux de voir que Borgès décolle et Borgès a vocation à continuer de décoller, mais franchement, le résultat n'est pas là, Vous voyez, je le dis. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup à faire. Vous avez commencé par une question sur la Cali, je vous ai répondu sur nous. Non, j'avais la question, c'était sur l'accompagnement, en fait, effectivement. Accompagnement, pas grand-chose. Voilà. Mais à côté de ça, venez à compter du vendredi mi-avril sur la place de la mairie. Non, mais c'est vrai qu'il y a d'avis quand même. Le vendredi soir, il y a d'avis. Et en attendant, voilà, tout le reste. Les samedis à Borgès, entre autres. Voilà. Y a-t-il d'autres questions peut-être sur ces orientations qui méritent débat, tout ce qui est énoncé, personne ne sera surpris parce que c'est dans le droit fil de ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais il y a peut-être... Pas de questions. Jean-Pierre Novak a une cravate. Pépite. Autant pour moi. Y a-t-il des questions? Non, si ce n'est le constat de l'incertitude dans lequel Karine va devoir construire le budget, compte tenu de l'absence de réponse que vous avez de l'État et du nombre de subventions qu'on demande au conseil départemental. Et là encore, beaucoup d'incertitudes. Oui, beaucoup d'incertitudes du côté du département. Alors, quand même, on
on aura quand même en 2025 au moins une subvention du département qui avait été promise et qui sera au rendez-vous. C'est pour les travaux sur Maréchal Leclerc. Pour nous accompagner à faire notre piste cyclable, notre voie verte. Le département nous accompagne à hauteur de 150 000 euros, 156 000 euros. C'est pas rien par les temps qui courent, croyez-moi. Et là, on a... Enfin, c'est acté. Fragile peut-être, mais acté. Et puis le département, par ailleurs, toujours sur le même projet, s'est engagé à refaire le tapis, 1 km de tapis. On en aura pour, je sais pas, 100, 150 000 euros. Donc ça veut dire que le département, quand même, sur ce projet, va nous accompagner à hauteur de 250, 300 000 euros au total. Quand même. C'est important parce que les travaux de voirie, ça démarre, on les démarre quand en fait, septembre. Ouais, septembre, décembre, grosso modo. C'est important que pour l'instant, les feux sont au vert du côté du département. Pour le reste, évidemment, du côté du département, comme ailleurs, hein, le contexte est tel que l'incertitude est totale. Voilà. Chers collègues, des questions? Débat? C'est bon, le débat a eu lieu? On acte donc que le débat a eu lieu. Je vous remercie. J'ai parfois l'impression de débattre avec moi-même. Et j'imagine combien ça doit être désagréable de me regarder débattre avec moi-même. Franchement, je suis confus. Je m'en excuse sincèrement. On termine ce conseil par une petite délibération sur l'allongement de la durée d'amortissement de certains biens. Yannick, je t'en prie, tu rapportes. Merci. Tout un chacun sait qu'effectivement, à partir du 1er janvier 2024, nous avons changé de maquette budgétaire. On est passé sous la M57. Et ceci a induit que les règles d'amortissement ont changé et sont passées au prorata temporis. C'est-à-dire que effectivement, l'amortissement débute dès le premier mois suivant la date de mise en service du bien. Contrairement à la MM14, où effectivement c'était l'année N+1. Donc les amortissements, c'est passionnant, c'est des écritures, ce sont des écritures d'ordre qui viennent impacter la section fonctionnement, puisqu'ils sont en dépenses, et qui viennent effectivement créditer la section investissement, puisqu'ils sont comptés en recettes. Donc effectivement, cette modification de maquette budgétaire a induit sur l'exercice 2024, comme l'a dit Monsieur le maire, un impact certain sur effectivement la section de fonctionnement. Et effectivement, nous avons énormément d'amortissements à supporter du fait de notre forte politique d'acquisition après les années Covid. Et aussi, effectivement, les durées d'amortissement, des durées d'amortissement trop faibles et qui ne correspondent pas forcément à la durée prévisionnelle d'utilisation des biens. Donc il est proposé 2 choses ce soir au conseil municipal. De modifier donc ces durées d'amortissement et de fixer le seuil des biens de faible valeur, immobilisation, dont le coût unitaire est inférieur à 500 €. Donc je vais prendre que quelques exemples de modification de durée des amortissements. Ça concerne effectivement les acquisitions de biens immobiliers où jusqu'à présent on était sur une durée d'amortissement de 3 ans, nous allons passer sur une durée de 5 ans. Sur des biens immobiliers ou des installations, on était toujours sur 3 ans, on va passer ça sur un amortissement sur 30 ans. Et des biens... et donc effectivement, ça va venir grandement modifier notre résultat en fonctionnement, puisqu'effectivement, on aura beaucoup moins à supporter sur des dépenses de fonctionnement sur les années futures. Et concernant le montant qu'on s'est fixé pour les montants de faible valeur de 500 €, là effectivement on reste collé à la M14, puisqu'effectivement les amortissements ne seront comptabilisés que l'année N+1. Donc il est demandé au conseil municipal d'adopter cette modification qui aura un impact certain, pour ne pas dire neutre, sur la section fonctionnement. Oui, merci. Oui, juste, faut pas surestimer quand même
le bienfait de cette modification des durées d'amortissement. Alors certes, ça aura un impact positif, c'est-à-dire que ça va nous coûter moins cher, entre guillemets, en fonctionnement, mais ça ne va pas non plus... voilà, ça restera mineur. Pourquoi? Parce que on investit tellement... Mais c'est ça le truc, c'est que quand on est très offensif en matière d'investissement, inévitablement on crée de l'amortissement. Donc on se retrouve aujourd'hui là à 240 000 euros d'amortissement qui viennent gréver notre section de fonctionnement, c'est pas rien. Hein. Ça fait quand même 240 000 euros de recettes d'investissement. Hein. C'est une opération d'ordre. Donc, quand même, ça a un côté positif. Mais par exemple, si on devait appliquer cette règle qu'on adopte ce soir-là, si on l'avait appliquée l'année dernière, au lieu de 240 000, on aurait été, je dis une bêtise, 180 000 ou 170 000. Mais on n'aurait pas été à 100 000, quoi, vous voyez. Ça aurait été mieux, entre guillemets, mais ça n'aura pas non plus été la révolution. C'est intelligent de le faire, je trouve, c'est malin de le faire, mais c'est pas non plus... voilà, la règle de l'amortissement, c'est la règle de l'amortissement. Quand on investit, inévitablement, et quand on investit beaucoup comme nous le fait, inévitablement, on s'y expose. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des économies de fonctionnement ailleurs. Voilà, je dis quand même, c'est pas le truc qui va nous sauver, qui va nous dispenser d'aller chercher des économies de fonctionnement ailleurs si on veut éviter le fameux effet ciseau. Voilà, vous avez à peu près tous compris, je suis certain. Merci Yannick de cette présentation passionnante. Je passe au vote cette modification. Qui est contre? Pour ceux qui ont compris, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Je vous annonce que le prochain conseil aura lieu le 10 avril à 19h. Ce sera donc le conseil budgétaire. Rendez-vous donc le 10 avril à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.